Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, dur après-midi, hier, il y a cet exercice, l'étude des crédits, qui se fait annuellement. Là, ça, c'est en cours à l'Assemblée nationale. On repasse les dépenses de chacun des ministères. Et on oublie que le premier ministre ou la première ministre a son propre ministère, là, le ministère du Conseil exécutif, comme le ministère de la coordination de toute l'action gouvernementale. Et donc, elle défendait ses crédits hier après-midi, mais c'est l'occasion pour l'opposition de parler à la première ministre de toute espèce de sujet. C'est quasiment un débat des chefs annuel, là. Et c'est des questions des oppositions, une longue période de questions puis où la première ministre ou le premier ministre, dans ce cas-ci, c'était Madame Fréchette, doit répondre aux différentes questions, puis elles peuvent venir un peu partout. Et pour ça, il faut se préparer au crédit. Il y a une préparation particulière pour en avoir préparé moi-même, pour avoir été responsable de la préparation au crédit, là, puis de pas savoir les questions vont aller où. Il y a une préparation, il y a aussi un dry run, là, tu sais, on pratique, là, c'est quoi les réponses, où est-ce que ça peut venir, les réflexes. Là, hier, Christine Fréchette, je ne sais pas à comment ressemblait la préparation, mais chose certaine, ça avait l'air d'être un accident au ralenti, là, cette période de crédit budgétaire. Déjà, il y a une question lui avait été posée en période de questions, là, fait que c'est pas comme si ça venait du champ gauche, ça venait de lui être posé, à savoir si elle était au courant avant d'avoir fait des investissements, des dépenses, bref, les annonces qu'elle a faites sur le coût de la vie lundi, si elle était au courant que après ces annonces-là, le 1er janvier, on allait augmenter la taxe sur les primes d'assurance habitation puis automobile, notamment les assurances personnelles. Ça, c'est le gouvernement du Québec qui fait monter ces taxes-là, donc on va piger dans la poche des Québécois le peu d'argent qu'on a fait semblant de leur laisser là quelques mois plus tard. Elle semblait pas être au courant. En fait, elle a confirmé au crédit qu'elle n'était pas au courant que son propre gouvernement. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi elle a dit qu'elle était pas au courant. Je veux dire, quelqu'un te au le Conseil souffle. des ministres. Ah oui, puis ça n'a même pas été décidé. Est-ce que tu as vu? C'est dans le budget du printemps 2025 Oui. qu'ils ont introduit ça comme une harmonisation fiscale parce que là, la taxe sur les assurances était à 9 puis la TVQ est à 9,975, là, 10 essentiellement, c'est arrondi. Puis que là, il n'y avait pas de raison de laisser l'autre à 9. Mais tu sais, ça a l'air niaiseux, là, une harmonisation pour avoir mais c'est 300 millions. Là, c'est 300 millions de dollars. Qu'on va chercher. Sauf que Michel Girard a fait un texte en mars dernier dans le Journal de Montréal. Parce que souvent, les chroniqueurs ont fait ce job-là. Là, on dit, garde, il y a quelque chose qui est passé inaperçu, puis on met la loupe dessus. C'est exactement ce que Girard a fait. Il a dit, regardez bien, là, il y a une petite affaire dans le budget de l'année passée qui est passée inaperçue, mais ça va nous coûter 300 millions. À mon avis, la première ministre, une fois que tu as une chronique qui te met un caractère gras, tu devrais être au courant, au moins ton personnel devrait être au courant pour te briefer vite, en accéléré, là. Et ta machine, tes fonctionnaires. Hier, on a vu à quel point eux, les fonctionnaires aussi étaient pas prêts. Étaient pas prêts à cette étude de crédit-là. Là, honnêtement, ça avait pas d'allure. Ça avait pas d'allure hier. Il y a eu la question de l'ampleur de la dette. André Fortin, député de Pontiac, des chefs parlementaires du Parti libéral du Québec, a dit à combien ce chiffre la dette nette du Québec. Première ministre, là, avait aucune idée. Même pas proche. Hier matin là, tu prenais à froid Charles Milliard, Paul Saint-Pierre Plamondon, Ruba Gazal, Éric Duhem. Tu penses qu'il y en a un des quatre qui le savait? Celui qui a préparé la question, André Fortin le savait, parce que tu peux pas poser la question si il l'avait. Non, mais là, c'est sûr que le jour que tu prépares la question, tu vérifies toi-même tes affaires, mais les autres, à froid comme ça, écoute, moi, je suis finance du public, ben, c'est sûr que j'aurais eu une approximation. Moi, j'aurais dit 220, 230, j'aurais été à 20 milliards près, là, tu sais, mais... Bon, mais là, si t'es première ministre, est-ce que tu donnes le chiffre approximatif? Est-ce qu'elle a aucune idée? C'est juste que... C'est même pas le fait qu'elle ne l'ait pas. Ils n'ont pas de Gemini, ils n'ont pas ChatGPT, ils n'ont pas... Ça se trouve en 3 secondes. Mais moi, c'est même pas le fait qu'elle ne l'ait pas. Tu sais, Mario, là, des premiers ministres qui vont en études de crédit ont toujours une feuille à côté d'eux, là, puis c'est la dette du Québec, le ratio de dette PIB, la livre de beurre, le ticket de métro, le loyer moyen, la pinte de lait. Tu sais, parce qu'ils font tous avoir. Tu sais, des questions comme ça, là, tout le monde s'est déjà fait avoir. D'habitude, t'as ça. Et si tu l'as pas, ton équipe là. Mais quand on dit la dette du Québec, puis que t'as le secrétaire général du gouvernement à côté de toi, puis t'as toutes les des sous-ministres derrière toi, et que c'est toi qui se débat, et personne t'aide.
Ça a pas d'allure. Puis je pense, d'après ce que j'ai compris, Mme Fréchette n'est pas très contente de la performance de ses équipes du ministère là pour la sortir du pétrin. Et finalement, Mario, ben la fameuse enquête dont elle a parlé elle-même lundi, l'enquête sur la fuite là, du Ouais. courriel d'Éric Girard. Elle-même lundi, elle a dit en entrevue qu'il y allait avoir une enquête pour savoir d'où vient cette fuite. Là, hier, elle savait pas qui a déclenché l'enquête, elle couvre quoi, et c'est à partir qui est sous enquête. Elle disait hier là, en étude de crédit, je ne sais pas qui a déclenché l'enquête. Mais je pensais que c'était elle. Ben non, c'est pas elle. Elle dit c'est une enquête administrative. Mais là, tu sais, t'es en étude de crédit, tu dis non, moi j'ai absolument aucune idée qui a déclenché l'enquête. Je sais juste qu'il y en a une. Puis là, tu sais, André Fortin dit non, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous ne savez pas qui a déclenché l'enquête. Non. Et là, c'est finalement son secrétaire général, Mario, qui a déclenché l'enquête, qui est assis à côté d'elle, qui ne peut pas confirmer que Éric Girard ne fait pas partie des personnes qui sont sous enquête. Mais on se comprend qu'elle a, Mme Fréchette, sa première très mauvaise semaine, là, depuis qu'elle est en 2 mois qu'elle est première ministre. On pourrait-tu dire que Mark Carney aussi a sa première mauvaise semaine à Ottawa? Qu'est-ce que tu as pensé des adieux? Parce que dans le fond, la nouvelle était coulée depuis 2 jours qu'il annonçait son départ. Tu as pensé quoi des adieux de Stephen Guilbeault? Je trouve ça particulier, là, le départ de Stephen Guilbeault. Là, honnêtement, je trouve ça un peu brouillon. Alors, il quitte pour des questions de conviction. Il quitte avec pas fracas, mais ça fait un tant soit peu mal au gouvernement de Mark Carney. Mais là, il reste au caucus, puis il reste jusqu'en été. Juillet. Jusqu'en juillet. Mais là, tu quittes ou tu quittes pas? Avec fracas ou pas avec fracas? Tu fais tes adieux ou tu restes? Parce qu'hier, il a fait ses adieux. On va y parler dans une demi-heure. J'ai hâte de l'entendre là-dessus. Évidemment, c'est une question que je vais lui poser parce que c'est comme s'il quitte fâché, mais en coordination avec l'agenda politique de Mark Carney. Ben, c'est comme un divorce à l'amiable. Très à l'amiable. Très à l'amiable, là. Tu sais, chacun part avec ses affaires. L'un part avec ses convictions, puis l'autre avec son pragmatisme, tu sais. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi le discours, là, de « je suis venu avec mes convictions », pourquoi le discours hier? Moi, j'ai un malaise avec la manière avec laquelle il part. Je comprends pourquoi il part, mais la manière, je la trouve particulière. Yasmine, merci beaucoup. Merci, Mario. On va se parler d'un accident mortel à Montréal. Ce qui rend ça particulier, Audrey, c'est que le type a eu cet accident avec un véhicule qui venait tout juste de voler. Oui, exactement. Ça s'est passé à Montréal hier, peu avant 6 heures. L'homme en question roulait donc et était près du Tim Hortons, situé à l'angle des rues Sherbrooke et Bossuet à Montréal. Et là, il semblait mal en point. Fait que là, il y a un citoyen, un bon samaritain, qui a sorti de son véhicule pour aller voir comment il allait. Et l'homme en question, il s'appelle Yann Daisy, 49 ans. Il s'est empressé de prendre sa place côté conducteur. Et là, il s'est engagé à toute vitesse sur la rue Bossuet. Il y a des résidences dans ce coin-là. Il y a un parc, il y a une école primaire. Il a omis de faire 3 arrêts obligatoires. La limite de vitesse là-bas est fixée à 30 km/h. Il a continué son périple. Il a ignoré une 4e pancarte d'arrêt 1 kilomètre plus loin. Et là, il a provoqué une violente collision avec une fourgonnette qui passait au même moment sur la rue Hochelaga. Le conducteur de la fourgonnette s'en est miraculeusement tiré sans blessure. Mais Yann Daisy en question a eu moins de chance. Il portait pas sa ceinture de sécurité. Il a été partiellement éjecté de la voiture et on a constaté son décès sur place. Mais c'est quand même... je veux dire, on souhaite pas la mort de cet homme-là, même si c'est un voleur de char. Mais je veux dire, c'est comme un miracle on dirait que dans 19 cas sur 20, ce qui serait arrivé, là, c'est que c'est l'autre. Oui, c'est ça, qui n'a rien fait de mal, qui n'est pas concerné, c'est le cas. Qui se fasse tuer. Là, c'est comme si l'autre était un miraculé. Je sais pas si tu as vu son véhicule comme sectionné. Je sais pas comment lui il peut être pas blessé là, ou très peu blessé. Il n'a rien eu par chance. Et là, ça inquiète les gens du secteur. Je te dis, il y avait une école primaire, c'est arrivé vers 6 heures. Mais une heure plus tard, des gens sur les trottoirs. Jeunes marchaient vers la garderie ou vers l'école, puis... il aurait pu avoir d'autres accidents. Très, très chanceux là, dans cet événement qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Une annonce en itinérance à Montréal. Oui, c'est hier. Hein. Hier, il y avait mon collègue Yves Poirier qui faisait état justement qu'il y avait des nombres de tentes records qui avaient été installés le long de la friche Notre-Dame et la Ville de Montréal faisait une annonce d'investissement en matière d'itinérance. On a annoncé plus de 49 millions de dollars sur 2 ans
pour lutter contre l'itinérance. La mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a parlé de crise humanitaire, qu'on ne pouvait pas détourner le regard sur ce qui se passe en ce moment. De cette somme-là, il y a 29 millions qui vont être versés aux organismes communautaires, plus de 20 millions aux arrondissements. Il y a une cellule de crise aussi qui va être mise sur pied, qui va se réunir 2 fois par semaine pour accélérer les décisions et mieux coordonner les actions. Donc, il y a eu évidemment un peu de critique par rapport à ça. On s'attendait peut-être à des détails plus concrets sur l'utilisation de ces sommes-là qui avaient été annoncées quand même auparavant. On va recevoir M. Pinard tout à l'heure, mais pour moi, je lis ça, là, t'es comme, c'est super théorique. Là. Qu'est-ce qu'on fait exact. pour les itinérants? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Aucune idée. De la coordination, me semble que c'est toujours ça. De l'argent pour mieux travailler avec les arrondissements. OK, mais les arrondissements, ils vont faire... Tu déplaces la question, OK, l'arrondissement, il va faire quoi, lui, concrètement? Ça reste bien théorique. J'ai l'impression qu'on n'en arrive jamais à ça. Non, exact. On a nommé un nouveau scientifique en chef au Québec. Jérôme Duprat, qui devient scientifique en chef du Québec. C'est le bassiste du groupe des Cowboys fringants. Il va prendre la place de Rémi Quirion, qui a annoncé sa démission l'année passée. Et son mandat, c'est de faire rayonner la recherche scientifique québécoise à l'international. Il est détenteur d'un doctorat en géographie, d'un post-doctorat en biologie, se spécialise en aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. Et c'est une recommandation de Bernard Drainville au Conseil des ministres qui fait que il a été nommé scientifique en chef. On va lui parler un petit peu plus tard dans l'émission. On va y parler de ça, de son rôle de scientifique en chef, comment il l'envisage. On va évidemment lui demander comment il pense concilier ça, peut-être, avec la musique. Là. Personnage certainement intéressant que Jérôme Duprat, donc on va lui parler. D'ailleurs, les Cowboys fringants, le site Internet a félicité Jérôme Duprat il y a quelques instants. Amazon Prime donne le feu vert à 3 séries pour enfants. Oui, Amazon MGM Studio va miser officiellement sur l'intelligence artificielle pour, dit-on, accélérer la création de contenu jeunesse. Donc, on a fait l'annonce d'un nouveau programme qui est baptisé Gen AI Creators Fund. C'est un fonds qui est destiné aux créateurs qui veulent utiliser l'intelligence artificielle dans la production de films et des séries. Et là, concrètement, Amazon veut fournir aux cinéastes des outils technologiques qui sont capables de réduire drastiquement les délais de production. Et déjà, comme tu le disais, Mario, il y a 3 séries pour enfants qui ont obtenu le feu vert en seulement 2 mois. Générer intelligence artificielle. On fait pas semblant, c'est annoncé comme tel. Oui, exactement. Et il y a même un des réalisateurs d'une de cette série-là, un réalisateur mexicain qui, lui, a commencé son projet le 7 mars et il est déjà approuvé aujourd'hui. Donc, on parle de la journée d'hier. Et il mentionne qu'habituellement, développer juste un épisode, l'épisode pilote, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Donc, c'est pour réduire le temps. Probablement les coûts aussi. Mais avec ça, on est capable de faire une chanson en 10 minutes aussi ou en 15 minutes, d'écrire un roman en 1h30. Donc, tu comprendras que ça soulève beaucoup d'inquiétudes à Hollywood. Il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs scénaristes et créateurs qui craignent que l'intelligence artificielle va finir par remplacer les emplois des humains. Et du côté d'Amazon MGM, on affirme plutôt le contraire. On pense que l'IA peut davantage créer d'emplois, réduire les coûts, permettre de produire plus de projets, mais il reconnaît quand même qu'il faut rester prudent. Plus de projets, oui. Plus de projets qui arrivent plus vite, oui. Le reste, je le vois pas. Là. Mais est-ce que c'est mieux en avoir plus puis avec une moins bonne qualité? C'est ce qu'on appelle un dilemme éthique.